Elle était vierge, orpheline et innocente, lui un millionnaire froid. Quand il décide qu'elle sera la mère de son unique héritier, elle est choquée, figée et effrayée d'accepter. Mais avant de raconter cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour nous dire d'où vous nous regardez. Continuons. Le vent glacial soufflait entre les cyprès du petit cimetière de Brume-sur-Chêne, portant l'écho lointain des cloches de l'église. Des gouttes de pluie fine tombaient sur le cercueil de bois simple où reposait Mathilde le roi, assombrissant la surface polie. Élodie observait la scène d'un regard vide, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle tenait un petit bouquet de chrysanthèmes blancs. À 17 ans, elle était désormais complètement seule au monde. Le prêtre terminait ses dernières paroles de consolation, sa voix presque perdue dans le murmure de la pluie. Les quelques personnes présentes, d'anciennes collègues, de travail de sa mère et quelques voisins, commençaient à se disperser, ne laissant que des condoléances murmurées et des regards de pitié. Élodie restait immobile, comme si ses pieds avaient pris racine près de la tombe fraîchement ouverte. C'est alors qu'elle sentit, avant même de voir, une présence différente s'approcher. Un homme grand au port aristocratique, vêtu d'un manteau noir impeccable. Il resta à quelques pas de distance, les mains élégamment croisées devant lui, observant la scène avec une expression insondable. Il y avait quelque chose dans sa posture qui le distinguait complètement des autres personnes présentes, une aura de puissance contenue, d'autorité silencieuse. Mademoiselle Leroy. Sa voix était profonde, mélodieuse, avec un léger accent qu'Élodie ne parvint pas à identifier. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Je suis Lucien Devreux. Le nom frappa Élodie comme un choc électrique. Devreux. La famille pour laquelle sa mère avait travaillé pendant des décennies, comme gouvernante dans l'imposant château des Larmes. Mathilde parlait rarement de ses employeurs, mais quand elle le faisait, c'était toujours avec un mélange de respect et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'Élodie n'avait jamais réussi à déchiffrer complètement. Votre mère a servi notre famille avec un dévouement extraordinaire, continua-t-il, faisant un pas en avant. La pluie semblait éviter de le toucher, comme si même les éléments respectaient sa présence. Elle était spéciale pour nous. Il y avait une pause significative dans ses paroles, un poids qu'Élodie ressentit, mais ne comprit pas totalement. Quand elle trouva enfin le courage de le regarder, directement quelque chose en elle frémit. Les yeux de Lucien Devreux étaient d'un vert foncé hypnotique, profond comme un lac ancien où des secrets dormaient dans les profondeurs. « Merci, monsieur Devreux », parvint-elle à murmurer, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Maman a toujours dit du bien de votre famille. » Un sourire presque imperceptible toucha les lèvres de l'homme. Elle gardait bien nos secrets. Ses yeux parcoururent le visage d'Élodie avec une intensité qui la fit légèrement rougir. Vous avez ses yeux, la même lumière intérieure. La façon dont il prononça ces mots fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale d'Élodie. Il y avait quelque chose de plus, une intention voilée, un sens caché qu'elle ne parvenait pas à saisir complètement. La pluie commença à s'intensifier, et Lucien, d'un geste fluide, tendit son parapluie au-dessus d'elle. « Vous devez vous interroger sur votre avenir », commenta-t-il, sa voix maintenant plus douce, presque paternelle. « Je sais que vous aurez 18 ans dans quelques jours, et je sais aussi que votre situation actuelle est délicate. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. C'était vrai, elle n'avait nulle part où aller. Le petit appartement où elle vivait avec sa mère était loué, et ses économies suffiraient à peine pour un mois de loyer supplémentaire. Elle n'avait pas d'autres parents, et le peu que sa mère avait laissé couvrirait à peine les frais des funérailles. « J'ai une proposition à vous faire, » continua Lucien, ses yeux ne quittant jamais les siens. « En mémoire de votre mère, et pour d'autres raisons que je préfère discuter à un moment plus approprié, je voudrais vous offrir une tutelle légale jusqu'à votre majorité, ainsi qu'une éducation et un logement au château des Larmes. » Les mots frappèrent Élodie comme un rêve improbable. Le château des Larmes était légendaire dans la région. Un manoir ancien qui ressemblait davantage à un château sorti d'un conte de fées sombres, entouré d'histoires chuchotées et de mystères jamais révélés. « Je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-elle, se sentant soudain étourdie par cette proposition inattendue. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » dit Lucien, retirant une carte de visite de la poche intérieure de son manteau. « Mais je vous suggère de décider rapidement. Ça reste des questions juridiques
qui doivent être résolues avant votre anniversaire. Il lui tendit la carte, papier épais, lettres dorées en relief, puis, dans un geste qui prit Élodie complètement par surprise, se pencha et déposa un baiser léger sur son front. Le contact de ses lèvres était froid, mais laissa une marque brûlante sur sa peau. « Votre mère m'a fait une promesse il y a longtemps, » murmura-t-il, si proche qu'elle pouvait sentir son parfum, un mélange complexe de cèdre et quelque chose de plus ancien, plus profond. Maintenant, c'est à mon tour d'honorer cette promesse. Avant qu'Élodie ne puisse comprendre complètement ce qui se passait, Lucien s'était déjà éloigné, sa silhouette élégante disparaissant parmi les pierres tombales comme un fantôme dans la brume. Elle resta là, tenant la carte comme si c'était un talisman, tandis que la pluie continuait de tomber. Cette nuit-là, seule dans sa petite chambre, Élodie ne parvint pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ce regard vert foncé, sentait le toucher glacé de ses lèvres sur son front. Elle prit la carte pour la 100e fois, passant ses doigts sur les lettres dorées. Lucien Devreux, Château, des larmes. En dessous, un numéro de téléphone et une adresse qui ressemblait plus à une direction vers un royaume enchanté qu'à un lieu réel. Elle se leva et se dirigea vers la petite commode où elle gardait les rares souvenirs de sa mère. Parmi eux, une unique photographie ancienne du Château des Larmes, le manoir imposant émergeant de la brume comme un rêve gothique de pierre et de mystère. Sa mère ne parlait jamais beaucoup de ce qui se passait à l'intérieur, mais parfois, tard dans la nuit, Élodie la surprenait à murmurer d'étranges prières, des mots en latin qui n'avaient pas de sens. Un éclair illumina la chambre, projetant des ombres fantomatiques sur les murs. Dans la brève lueur, Élodie eut l'impression de voir une silhouette à la fenêtre, une figure haute, élégante, l'observant. Quand elle cligna des yeux, il n'y avait plus rien là, sauf le rideau flottant dans le vent. Mais la sensation persista, la certitude que quelque chose de plus grand qu'elle avait été mis en mouvement. Comme si tout l'univers conspirait pour la pousser vers ce château, vers Lucien Devreux et ses yeux de lac profond. Sa mère avait l'habitude de dire que certains choix naissent déjà faits, que certains destins sont inévitables, comme le changement des saisons. Tandis que l'orage rugissait dehors, Élodie réalisa qu'elle avait déjà pris sa décision au moment où Lucien avait touché son front avec ce baiser glacé. Demain, elle appellerait le numéro sur la carte. Demain, elle ferait le premier pas vers le Château des Larmes et ses mystères. Demain, elle commencerait à découvrir quel genre de promesse sa mère avait fait et quel prix elle devrait payer pour celle-ci. Ce qu'Élodie ne savait pas, tandis qu'elle s'endormait finalement avec la carte dorée contre sa poitrine, c'est que d'autres yeux l'observaient, à travers l'obscurité, et que sa décision n'était que la première pièce d'un jeu beaucoup plus ancien et dangereux qu'elle ne pouvait imaginer. Le matin arriva, gris et froid, au Château des Larmes. Élodie observait, hypnotisée, tandis que le taxi traversait les immenses portails en fer forgé, suivant une allée bordée de tilleuls centenaires. Le manoir émergeait de la brume comme un rêve gothique matérialisé, des tours pointues touchant le ciel nuageux, des gargouilles vigilantes sur les corniches, des fenêtres hautes qui semblaient être des yeux sombres observant son arrivée. Le chauffeur s'arrêta devant l'escalier principal, murmurant quelque chose sur cet endroit hanté, tout en sortant sa petite valise du coffre. Élodie eut à peine le temps de payer la course avant qu'il ne parte précipitamment, la laissant seule devant l'imposante porte en chêne sculptée. Avant qu'elle ne puisse sonner, la porte s'ouvrit silencieusement. Une femme âgée, vêtue d'un uniforme gris impeccable, fit un geste pour qu'elle entre. Ses yeux étaient opaques, distants, et elle ne prononça pas un seul mot. Elle conduisit simplement Élodie à travers un hall d'entrée qui semblait sorti d'un autre siècle. L'intérieur du château était encore plus impressionnant que sa façade. Des tapisseries anciennes couvrirent les murs. Des portraits à l'huile d'ancêtres austères semblaient suivre ses mouvements, et un majestueux escalier de marbre menait aux étages supérieurs. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'ambiance, un silence dense, presque palpable, et un détail qui attira immédiatement son attention. Toutes les horloges qu'elle pouvait voir étaient arrêtées, marquant exactement 3h27. « Bienvenue dans votre nouveau foyer, Élodie. »
La voix de Lucien Devreux venait de derrière elle, la faisant se retourner brusquement. Il se tenait près d'une porte latérale, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté qui accentuait sa silhouette élégante. Sous la lumière diffuse qui entrait par les hautes fenêtres, ses yeux verts semblaient encore plus hypnotiques. « Les horloges » commença Élodie, mais sa voix faiblit. « Ah, oui !» Lucien s'approcha, ses pas résonnant sur le sol de marbre. « Elles sont toutes arrêtées au moment où mon frère nous a quittés. Une tradition familiale, ou peut-être une obsession. » Il sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Madame Moreau a déjà préparé vos appartements. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose. » La gouvernante muette, Madame Moreau apparemment, avait déjà disparu avec sa valise. Lucien offrit son bras à Élodie dans un geste désuet, et elle l'accepta après un moment d'hésitation. Le contact, même à travers les couches de vêtements, envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Il la conduisit à travers des couloirs qui semblaient se multiplier à l'infini, chacun décoré avec un luxe discret qui parlait de siècles de richesses accumulées. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une porte double en acajou foncé. « La bibliothèque », annonça Lucien, ouvrant les portes avec une flouriture dramatique. L'environnement qui se révéla fit retenir son souffle à Élodie. Des étagères allant du sol au plafond couvraient tous les murs, des milliers de volumes reliés en cuir remplissant chaque espace disponible. Un escalier circulaire en fer forgé permettait d'accéder au niveau supérieur, et plusieurs fauteuils en velours rouge invitaient à la lecture. « Ce sera votre sanctuaire », dit Lucien, observant sa réaction avec une satisfaction évidente. Tous ces livres, histoire, littérature, philosophie, sciences occultes, seront vos professeurs. J'ai également engagé des tuteurs pour d'autres disciplines, musique, étiquette, langue. Pourquoi? La question s'échappa des lèvres d'Élodie avant qu'elle ne puisse la retenir. Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Lucien la regarda longuement, ses yeux verts brillant d'une intensité inquiétante. Votre mère m'a sauvé la vie une fois, dit-il finalement, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. Mais il y a plus, beaucoup plus. Tout sera révélé au moment approprié. Il se rapprocha et Élodie sentit son parfum envoûtant, ce mélange de cèdre et de mystère qu'il avait poursuivi dans ses rêves depuis l'enterrement. Pour l'instant, je veux que vous vous sentiez chez vous, que vous me permettiez de vous préparer. Me préparer? À quoi? Un sourire énigmatique courba ses lèvres. À votre destin, ma chérie, au rôle que vous seul pouvez jouer dans l'histoire des Devreux. Avant qu'elle ne puisse questionner davantage, il s'éloigna brusquement. Madame Moreau vous conduira maintenant à vos appartements. Reposez-vous. Ce soir, nous dînerons ensemble et nous commencerons votre éducation. Comme convoqué. Par un signal invisible, la gouvernante muette se matérialisa à la porte de la bibliothèque. Élodie la suivit vers l'escalier principal, son esprit tournant avec des questions sans réponse. Quand elle regarda en arrière une dernière fois, Lucien était toujours debout parmi les étagères, sa silhouette aristocratique se découpant contre la lumière qui entrait par les hautes fenêtres, une statue vivante de puissance et de mystère. Ses appartements occupaient une suite entière au 2e étage, décorée dans des tons de bleu pâle et d'argent. Un lit à baldaquin, un dressing déjà rempli de robes qui semblaient avoir été faites spécialement pour elle, une coiffeuse ancienne avec un miroir ovale encadré d'argent travaillé. Mais ce fut la vue depuis la fenêtre qui captiva son attention. Les jardins formels du château s'étendaient à perte de vue, se terminant par un labyrinthe de haies hautes qui semblait engloutir la brume perpétuelle. Madame Moreau la laissa seule après une révérence silencieuse. Élodie s'approcha de la coiffeuse, observant son reflet dans le miroir ancien. Elle semblait une étrangère pour elle-même, une fille ordinaire jetée dans un conte de fées gothique. C'est alors qu'elle remarqua le petit cadeau laissé sur la coiffeuse, un unique camélia blanc, ses pétales parfaits comme de la porcelaine accompagnée d'un billet écrit dans une calligraphie élégante. Pour la plus belle fleur qui ait jamais poussé dans le jardin des Devreux, ce soir, portez la robe verte, elle va avec vos yeux. L.D. Élodie toucha les pétales de la fleur avec des doigts tremblants. Quelque chose en elle lui disait qu'elle plongeait dans des eaux beaucoup plus profondes qu'elle ne l'imaginait. Mais il y avait aussi une excitation enivrante,
un désir ardent de découvrir tous les mystères que Lucien Devreux gardait derrière ses yeux hypnotiques. Dans le dressing, elle trouva facilement la robe mentionnée, de la soie vert foncé, qui coulait comme de l'eau entre ses doigts. À côté, une paire de chaussons en satin de la même couleur et un ensemble de bijoux anciens qui faisaient de battre son cœur rien qu'à les regarder. Tandis qu'elle se préparait, pour le dîner, Élodie ne pouvait chasser l'impression que chaque détail avait été méticuleusement planifié, comme si elle était une actrice entrant en scène dans une pièce qui était déjà en cours depuis très très longtemps. Dehors, la brume continuait d'envelopper le château des larmes comme un manteau protecteur, l'isolant du monde extérieur. Et quelque part à l'intérieur de ces murs anciens, Lucien Devreux attendait, tissant sa toile avec la patience infinie d'une araignée qui sait que sa proie la plus précieuse est déjà capturée. Le dîner fut servi dans le grand salon de banquet, une salle impressionnante avec un plafond voûté couvert de fresques et un lustre en cristal qui déversait une lumière dorée sur la table très ancienne en acajou. Élodie, portant la robe verte que Lucien avait choisie, se sentait comme un personnage déplacé dans le temps, spécialement quand son hôte tira la chaise pour elle avec une galanterie qui appartenait à un autre siècle. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il près de son oreille, tandis qu'il l'aidait à s'asseoir, comme si vous étiez née pour porter ces bijoux. Élodie toucha instinctivement le collier d'émeraude qu'elle avait trouvé avec la robe, une pièce ancienne qui semblait pulser de vie contre sa peau. « Ce sont des bijoux de famille ?» « De la famille Devreux, oui. » Lucien prit sa place, en bout de table, ses yeux verts scintillant à la lumière des bougies. « Et ils ont appartenu à ma grand-mère et, avant elle, à toutes les femmes importantes dans l'histoire de notre lignée. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quand il dit « importante », qui fit légèrement frémir Élodie. Madame Moreau commença à servir la première entrée, une soupe d'asperges qui dégageait un arôme délicat, dans un silence complet. « Vous devez avoir beaucoup de questions, » continua Lucien, son regard ne quittant jamais son visage. « Sur le château, sur votre nouvelle vie ici, sur moi. »« Pourquoi toutes les horloges sont-elles arrêtées ?» demanda Élodie, se surprenant elle-même par son audace. « Que s'est-il passé à 3h27 ?» Une ombre passa sur le visage de Lucien, si rapide qu'elle douta presque de l'avoir vu. « Mon frère Antoine est mort à cette heure-là. Un accident. Il était l'aîné, le véritable héritier des Devreux. » Il fit une pause, prenant une gorgée de vin rouge qui brilla comme du sang à la lumière des bougies. « Depuis lors, le temps ici suit ses propres règles. Je suis désolé, » murmura Élodie, sincèrement touchée par la douleur qu'elle détecta dans sa voix. « Vous étiez proches ? Nous étions comme les deux faces d'une même pièce, » répondit Lucien, son regard perdu dans les souvenirs. « Il était lumière, j'étais ombre. Il remettait en question nos traditions, je les préservais. Il voulait tout changer et il en a payé le prix. » Un lourd silence tomba sur la table, tandis que Madame Moreau servait le plat principal, un carré d'agneau aux herbes fines qu'Élodie put à peine toucher, hypnotisée par l'histoire et par la façon dont Lucien la racontait. « Mais nous ne sommes pas ici pour parler de tristesse, » dit-il soudainement, comme s'il se réveillait d'une transe. « Nous sommes ici pour célébrer votre entrée dans notre famille. Demain commenceront vos leçons. Littérature, musique, histoire de l'art et quelques connaissances plus spécifiques. » Quel genre de connaissances? Un sourire énigmatique courba les lèvres de Lucien. L'histoire des Devreux est plus ancienne et plus profonde que vous ne l'imaginez, ma chérie. Il y a une sagesse dans notre sang qui doit être préservée, transmise. Et vous, il tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant légèrement les siens. Vous avez un rôle crucial dans tout cela. Ce contact, même bref, envoya un courant électrique à travers le corps d'Élodie. Il y avait quelque chose de magnétique chez Lucien, une force qui l'attirait inexorablement, même quand sa raison criait des avertissements. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. Un vent soudain balaya la salle, faisant trembler violemment les flammes des bougies, même avec toutes les fenêtres fermées. Pendant un moment, si bref qu'Élodie se demanda plus tard si elle l'avait imaginé, elle vit une silhouette féminine vêtue de blanc reflétée dans le grand miroir qui décorait l'un des murs. Quand elle cligna des yeux, l'image avait disparu. « Avez-vous vu ?» commença-t-elle à demander. Mais Lucien était déjà debout, se déplaçant vers son côté de la table avec une grâce féline.
Venez, dit-il tendant la main. Je veux vous montrer quelque chose de spécial. Il la conduisit à travers d'autres couloirs labyrinthiques, montant un escalier en spirale qu'Élodie était certaine de n'avoir jamais vu auparavant. L'air devenait plus froid à mesure qu'ils montaient et des sons étranges résonnaient dans les murs de pierre, comme des murmures lointains dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Finalement, ils arrivèrent à une petite salle, circulaire au sommet de l'une des tours. Les murs étaient couverts de tapisseries anciennes qui semblaient raconter une histoire en images à demi effacées par le temps. Au centre de la pièce, sur un piédestal de marbre noir, reposait un livre énorme, relié en cuir foncé avec des détails en argent. « Le grimoire des Devreux », annonça Lucien, sa voix chargée de révérence. « L'histoire de notre lignée, nos secrets les plus profonds, nos rituels. » Il ouvrit le livre avec un soin presque religieux, révélant des pages couvertes d'une calligraphie élaborée et de diagrammes complexes qui firent tourner la tête d'Élodie rien qu'à les regarder. « Chaque lignée de sang a son propre destin, » continua-t-il, tournant les pages avec des doigts qui tremblaient légèrement. « Le nôtre est particulièrement singulier. Et vous, Élodie, avez été choisie pour en faire partie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend ma mère, et maintenant, moi si spécial pour votre famille ?» Lucien ferma doucement le livre, se tournant pour la regarder dans les yeux. Dans la faible lumière des bougies, ses yeux verts semblaient presque surnaturels. « Votre mère portait un don rare, même si elle-même ne le savait peut-être pas. Et vous ?» Il s'approcha, sa main se levant pour toucher le visage d'Élodie avec une délicatesse qui fit bondir son cœur. « Vous êtes la clé de tout ce qui est à venir. » Son toucher était froid, mais laissait une traînée de feu sur sa peau. Élodie se sentit étourdie, comme si l'air dans la petite pièce était soudainement devenu raréfié. Les tapisseries, sur les murs, semblaient bouger d'elles-mêmes, les figures tissées dansant dans les ombres. Avant qu'elle ne puisse compléter sa phrase, un bruit assourdissant rompit le silence, comme si toutes les horloges arrêtées du château avaient repris vie en même temps, leur mécanisme grinçant en protestation. Les bougies s'éteignirent toutes d'un coup, plongeant la salle dans l'obscurité. Élodie sentit les bras de Lucien l'envelopper de façon protectrice, son corps solide et froid contre le sien. Pendant un moment qui sembla éternel, ils restèrent, ainsi enlacés dans l'obscurité, tandis que des sons impossibles résonnaient à travers le manoir. Quand les bougies se rallumèrent d'elles-mêmes, Élodie vit quelque chose qui la fit se figer. Des mots écrits dans une calligraphie ancienne étaient apparus sur le mur, comme s'ils avaient été gravés par l'air lui-même. « Sanguinem non mentitur. » Le sang ne ment pas, traduisit Lucien dans un murmure, ses lèvres proches de son oreille. Notre plus ancienne tradition et votre nouveau destin. Cette nuit-là, allongée dans son lit à baldaquin, Élodie ne parvint pas à dormir. Les mots en latin dansaient dans son esprit, avec la sensation du toucher de Lucien et le mystère de cette silhouette blanche dans le miroir. Quelque chose commençait, quelque chose de plus grand et plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et quelque part dans les profondeurs du château des larmes, des horloges qui n'auraient pas dû fonctionner continuaient leur tic-tac, impossible, comptant les minutes jusqu'à un destin qui était déjà écrit sur les anciens murs de pierre. Le goût était indescriptible, doux et amer à la fois, comme des larmes gelées et du miel ancien. Élodie sentit une vague de chaleur se répandre dans son corps, suivie d'une clarté mentale qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Soudain, les symboles dans les haies du labyrinthe semblaient avoir un sens, comme si elle les voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, sa voix sonnant étrangement à ses propres oreilles. « L'essence des Devereux » répondit Lucien, ses yeux verts fixés sur les siens. « L'eau qui coule dans nos veines depuis des siècles, la même eau que votre mère a bu quand... » Elle a fait son serment. Quel serment? Au lieu de répondre, Lucien s'approcha davantage, une de ses mains trouvant la taille d'Élodie, tandis que l'autre caressait son visage. Son toucher était froid comme l'eau de la fontaine, mais éveillait une chaleur profonde en elle. « Il y a des choses qui doivent être montrées. »« Pas dites, » murmura-t-il, ses lèvres dangereusement proches des siennes. « Des secrets qui ne peuvent être révélés qu'au bon moment de la bonne manière. » L'air entre eux semblait électrifié. Élodie pouvait sentir son cœur battre de façon irrégulière, sa respiration superficielle. Le parfum de Lucien l'enveloppait,
cèdre et mystère, maintenant mêlés à quelque chose de plus sauvage, plus ancien. C'est alors qu'il l'entend dire, un cri aigu, surnaturel venant des profondeurs du château. Lucien s'éloigna brusquement, ses yeux s'assombrissant d'inquiétude. « Vous devez retourner à vos appartements, » dit-il, sa voix prenant un ton autoritaire qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Maintenant. » Mais qu'est-ce que c'était? « Certaines portes du château doivent rester fermées, » répondit-il énigmatiquement. « Tous les secrets des deveureux ne sont pas prêts à être révélés. » Il la guida rapidement à travers le labyrinthe, leurs pas résonnant sur la pierre ancienne. Quand ils atteignirent l'entrée principale, Madame Moreau les attendait déjà, son visage habituellement inexpressif marqué par une ombre d'inquiétude. « Conduisez-la à sa chambre, » ordonna Lucien à la gouvernante. « Et assurez-vous qu'elle y reste jusqu'à l'aube. » Avant qu'Élodie ne puisse protester, il se pencha et déposa un baiser sur son front, le même geste que lors de l'enterrement, mais maintenant chargé d'une intimité qui la fit frissonner. « Dormez bien, ma chérie, » murmura-t-il, « et ne vous inquiétez pas des sons de la nuit. Le château protège ceux qui portent son sang. » À partir de cette nuit-là, quelque chose changea au château des larmes. Les cours continuèrent, mais il y avait une nouvelle intensité dans l'air, une attente palpable. Lucien commença à apparaître plus fréquemment, ses regards plus appuyés, ses touchés plus audacieux, et Élodie commença à remarquer d'autres changements en elle-même. Ses rêves devinrent plus vivants, peuplés de rituels anciens et de symboles mystérieux. Parfois, elle se réveillait en prononçant des mots en latin qu'elle ne savait pas connaître. Et il y avait des moments où, regardant son reflet dans le miroir ovale de sa suite, elle avait l'impression de voir une autre personne, une version plus ancienne d'elle-même, avec des yeux qui gardaient des secrets séculaires. Un matin, elle trouva un nouveau cadeau sur sa coiffeuse, une bague en argent ancien avec les armoiries des Devreux et l'inscription « Sanguinem non mentiture » à l'intérieur. À côté, un billet dans la calligraphie élégante de Lucien. « Le sang ne ment pas, ma chérie, et le vôtre a déjà commencé à s'éveiller. Bientôt, très bientôt, vous comprendrez votre véritable rôle dans l'histoire des Devreux. » LD. Élodie glissa la bague à son doigt, observant comment le bijou semblait s'adapter parfaitement, comme s'il avait été fait pour elle. Dans le miroir, son reflet sourit, un sourire qui n'était pas entièrement le sien. Dehors, la brume éternelle du château des larmes semblait plus dense que jamais, isolant le manoir du monde extérieur comme un cocon protecteur. Et quelque part dans les profondeurs du château, ce cri surnaturel résonnait encore, gardant des secrets qu'Élodie commençait à soupçonner qu'elle devrait affronter plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Les jours au château des larmes commencèrent à suivre leur propre rythme, dictés par une routine qui semblait sortie d'un autre siècle. Chaque matin, Élodie se réveillait au son lointain d'un piano, des notes mélancoliques qui flottaient dans les couloirs comme des fantômes musicaux. Durant sa première semaine, elle découvrit que c'était Lucien qui jouait, ses longs doigts dansant sur les touches d'ivoire jauni avec une grâce hypnotique. Les cours remplissaient ses matinées et ses après-midi. Littérature avec Madame Rousseau, une professeure particulière qui apparaissait et disparaissait du château comme de la fumée. Musique avec Lucien lui-même, qui se révéla être un professeur exigeant mais gentil, histoire de l'art avec un professeur âgé qui ne parlait qu'en chuchotement. Et puis il y avait les cours spéciaux, des sessions privées avec Lucien dans la bibliothèque, où il lui enseignait l'histoire des Devereux et leurs mystérieux rituels. Chaque famille ancienne a ses secrets, expliquait-il, feuilletant, des tomes poussiéreux écrits dans des langues qu'Élodie n'avait jamais vues auparavant. Mais les Devereux, nous avons toujours été différents. Notre sang porte un héritage plus ancien que la France elle-même. Ce fut durant l'une de ces sessions qu'Élodie remarqua quelque chose d'étrange, un motif répétitif dans les tapisseries qui décoraient la bibliothèque. Des symboles à demi cachés parmi les dessins. Une lune croissante, une clé ancienne, une rose avec des épines qui semblaient goutter de sang. « Ce sont des marqueurs », expliqua Lucien quand il l'a surpris à étudier les symboles. Des points de pouvoir dans le château, des endroits où l'énergie est plus forte. Quel genre d'énergie? Un sourire énigmatique courba ses lèvres. Celle qui maintient notre lignée vivante depuis tant de siècles, la même que votre mère a aidé à préserver. Avant qu'Élodie ne puisse le questionner davantage, il changea de sujet,
la guidant vers le piano à queue qui occupait un coin de la bibliothèque. « Nous allons pratiquer Chopin aujourd'hui. Vos doigts doivent apprendre à danser avec les touches. » Mais ce n'étaient pas seulement les cours qui remplissèrent les journées d'Élodie, il y avait les moments non planifiés, les rencontres accidentelles, avec Lucien dans les couloirs interminables du château. Il semblait toujours savoir exactement où la trouver, se matérialisant comme une ombre élégante quand elle s'y attendait le moins. Un après-midi, alors qu'elle explorait le labyrinthe, de Haï dans le jardin, elle le trouva assis sur un banc de pierre ancienne, lisant un livre à couverture rouge. Il leva les yeux quand elle s'approcha, et quelque chose dans son regard fit bondir son cœur. « Vous êtes différente », observa-t-il, fermant le livre. « Le château vous change. » C'était vrai. Élodie pouvait sentir la transformation se produire, comme si l'air même du château des larmes s'infiltrait dans son sang. Ses mouvements étaient plus gracieux, sa voix plus modulée, ses rêves plus intenses. « Venez », dit-il soudainement, tendant la main. « Je veux vous montrer quelque chose que seuls les vrais devreux connaissent. » Il la conduisit à travers le labyrinthe par des chemins qu'elle était certaine de n'avoir jamais vus auparavant, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite clairière circulaire au centre. Là, partiellement couverte de lierre, se trouvait une fontaine ancienne en marbre noir. L'eau qui en jaillissait avait un éclat étrange, presque métallique. « La fontaine des larmes », murmura Lucien, sa voix chargée de révérence. « C'est d'elle que le château tire son nom. On dit que ces eaux ont des propriétés spéciales. » Il s'approcha de la fontaine, plongeant ses doigts dans l'eau sombre. Quand il les retira, des gouttes cristallines coulèrent sur sa peau comme du mercure liquide. « Goûtez », chuchota-t-il, portant ses doigts mouillés aux lèvres d'Élodie avant qu'elle ne puisse réagir. La première fois qu'Élodie faillit découvrir la vérité fut lors d'une nuit de pleine lune, 3 semaines après son arrivée au Château des Larmes. Le sommeil l'avait abandonnée, comme cela arrivait fréquemment maintenant, et elle errait dans les couloirs interminables du manoir, ses pas silencieux sur les tapis anciens. La bague des Devreux à son doigt brillait doucement dans la pénombre, comme si elle répondait à une énergie invisible qui pulsait dans les murs. C'est alors qu'elle entendit les voix, un murmure bas venant d'une partie du château qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. Suivant le son, elle se retrouva dans un couloir qui semblait plus ancien que les autres, avec des tapisseries décolorées représentant des scènes de rituels étranges. La voix de Lucien était clairement reconnaissable maintenant, mêlée à une autre qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Elle n'est pas prête », disait la voix inconnue, grave, autoritaire. « Le sang peut s'éveiller trop tôt. »« Cela se produit déjà », répondit Lucien, sa voix chargée d'une émotion qu'Élodie n'avait jamais détectée auparavant. « Les signes sont clairs. Les rêves ont commencé, les changements se manifestent. Et le garçon, que ferons-nous de lui quand ?» Silence. L'ordre de Lucien trancha l'air comme une lame. Ces murs ont des oreilles. Élodie retint sa respiration, consciente que le moindre mouvement pourrait la trahir. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'on pouvait l'entendre à travers les murs anciens. « Le plan doit se poursuivre comme prévu », continua Lucien, sa voix plus basse maintenant. « À la prochaine pleine lune, quand l'alignement sera parfait. » Un craquement soudain du plancher sous les pieds d'Élodie interrompit la conversation. Le silence qui suivit fut assourdissant. Avant qu'elle ne puisse bouger, une main froide saisit son poignet. Madame Moreau était apparue de nulle part. Ses yeux, normalement vides, brillant maintenant d'une urgence effrayante. La gouvernante la traîna rapidement à travers les couloirs, loin des voix, jusqu'à ce qu'elles atteignent un petit oratoire qu'Élodie n'avait jamais remarqué auparavant. Les murs étaient couverts de miroirs anciens, tous voilés de tissus sombres. Au centre, un autel de marbre noir soutenait une unique bougie allumée. Madame Moreau relâcha enfin son poignet et pour la première fois depuis qu'Élodie était arrivée au château, parla. Il y a des choses qui ne doivent pas être entendues. Avant l'heure. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Le sang a son propre temps d'éveil. Vous pouvez parler ? Balbutia Élodie, massant son poignet où les doigts de la gouvernante avaient laissé des marques blanches. Quand c'est nécessaire. Les yeux de la femme se fixèrent sur les siens avec une intensité troublante. Comme votre mère, vous portez le don, mais contrairement à elle, vous serez plus qu'une simple gardienne.
De quoi parlez-vous? Quel don? Mais Madame Moreau était déjà retournée à son silence habituel. Avec des gestes rapides et précis, elle alluma plus de bougies sur l'autel, révélant un symbole gravé dans la pierre noire. Les mêmes armoiries qu'Élodie portait maintenant à son doigt. « Les miroirs sont des portails », murmura la gouvernante, sa voix à nouveau rauque, « et parfois ils montrent plus que des reflets. » D'un mouvement fluide, elle retira le voile de l'un des miroirs. Pendant un moment, Élodie vit quelque chose d'impossible reflété dans la surface ancienne, une jeune femme vêtue de blanc, avec son propre visage, mais d'une certaine façon différente, plus ancienne. La silhouette semblait la regarder directement, ses lèvres bougeant en formant des mots silencieux. Le bruit de pas dans le couloir fit que Madame Moreau recouvrit rapidement le miroir. Quelques secondes plus tard, Lucien apparut à la porte de l'oratoire, son visage un masque d'inquiétude contrôlée. « Élodie, dit-il, sa voix douce mais ferme. Que faites-vous ici à cette heure? Je n'arrivais pas à dormir. Ah, ma chérie. » Il s'approcha, ses yeux verts brillant à la lumière des bougies. « Il y a des endroits dans le château qui ne sont pas sûrs pendant la nuit. Spécialement. » Il regarda significativement Madame Moreau. « Spécialement quand la lune est pleine. » La gouvernante fit une révérence silencieuse et disparut dans les ombres, les laissant seuls. Lucien prit les mains d'Élodie dans les siennes, ses doigts traçant le contour de la bague à son doigt. « Vous commencez à sentir, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Les changements, l'éveil. Que m'arrive-t-il » Au lieu de répondre, il l'attira plus près, une de ses mains glissant vers sa taille, tandis que l'autre caressait son visage. Le toucher était électrisant, faisant vibrer tout son corps d'une étrange énergie. « Votre sang répond à l'appel du château, » murmura-t-il, ses lèvres dangereusement proches des siennes. « Comme celui de votre mère a répondu avant. Mais vous serez bien plus. » « Plus quoi ?»« La clé, » souffla-t-il contre ses lèvres. « Le pont entre deux mondes, la nouvelle matriarche des Devreux. » Avant qu'Élodie ne puisse comprendre le sens de ces mots, Lucien combla la distance entre eux, capturant ses lèvres dans un baiser qui lui fit oublier toutes les questions. Le baiser avait le goût de l'eau de la fontaine des larmes, doux et amer, ancien et nouveau, interdit, et inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, Élodie tremblait. L'oratoire semblait tourner autour d'elle, les flammes des bougies dansant comme des esprits inquiets. « Demain, » murmura Lucien contre sa peau, « demain, vous commencerez à comprendre. Il est temps de connaître la véritable histoire des Devereux et votre rôle dans celle-ci. » Cette nuit-là, dans ses rêves, Élodie dansa avec des fantômes dans les salons vides du château, tandis que la pleine lune déversait sa lumière argentée à travers les hautes fenêtres. Et dans chaque miroir qu'elle passait, cette autre version d'elle-même l'observait, souriant d'un sourire qui gardait des secrets plus anciens que le temps lui-même. Le matin suivant apporta un changement dans l'air du château des larmes. La brume habituelle s'était dissipée, révélant un ciel d'un bleu si profond qu'il semblait irréel. Élodie se réveilla au son de la musique, non pas le piano mélancolique habituel, mais un chœur éthéré qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Sur sa coiffeuse, elle trouva non seulement l'habituel camélia blanc, mais une robe qui fit s'arrêter son cœur, blanc pur, dentelles anciennes, un modèle qui semblait avoir été tiré d'un rêve victorien. À côté, un billet dans la calligraphie élégante qu'elle connaissait si bien. « Aujourd'hui, vous connaîtrez votre destin. Habillez-vous comme la fiancée que vous avez toujours dû être. L.D. » Fiancée? Le mot fit un nœud dans son estomac. Le baiser de la nuit précédente brûlait encore sur ses lèvres, mais il se passait quelque chose d'autre, quelque chose qui allait au-delà de la romance qui semblait se développer entre elle et Lucien. Madame Moreau apparut silencieusement pour l'aider à s'habiller. Les mains de la gouvernante tremblaient légèrement en ajustant les dentelles et en boutonnant la robe, un détail qui n'échappa pas à l'observation d'Élodie. « Que va-t-il se passer aujourd'hui » demanda-t-elle. Mais Madame Moreau secoua simplement la tête, ses yeux évitant le reflet des deux femmes dans le miroir. Quand elle fut prête, Élodie se reconnut à peine. La robe semblait avoir été faite pour elle, chaque détail mettant en valeur sa jeunesse et son innocence, d'une façon à la fois troublante et fascinante. La bague des Devreux à son doigt brillait d'une lumière propre et son reflet dans le miroir. Pendant un moment,
Elle fut certaine de voir cette autre version d'elle-même lui sourire en retour. Lucien l'attendait dans le grand salon de bal, un espace qu'elle ne connaissait pas encore, avec des murs couverts de miroirs et un plafond voûté, décoré de fresques de scènes mythologiques. Il était habillé tout en noir, un contraste dramatique avec le blanc de sa robe. « Ma chérie », souffla-t-il en la voyant, ses yeux verts brillant avec une intensité presque prédatrice. « Vous êtes parfaite. » Il tendit la main, et Élodie l'accepta comme dans un rêve. La musique éthérée continuait, plus forte maintenant, et elle réalisa qu'il n'y avait pas de source visible pour le son. C'était comme si le château lui-même chantait. « Aujourd'hui, » commença Lucien, guidant à travers le salon dans une danse lente, « vous apprendrez le véritable but de votre présence ici, la promesse que votre mère a faite, et le destin qui est maintenant le vôtre. » Quelle promesse? Mathilde m'a sauvé la vie quand j'étais enfant, expliqua-t-il, ses doigts serrant légèrement sa taille. Pas seulement au sens physique, elle m'a protégé d'un destin pire que la mort. En échange, elle a juré que sa fille aînée serait offerte à la lignée des Devereux. Élodie sentit son sang se glacer. « Offerte ?» « Comme fiancée, » précisa Lucien, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait plus. Une union sacrée pour préserver notre lignée. Mais vous serez plus qu'une simple fiancée, vous serez la clé de notre renouveau. La danse les mena jusqu'au centre du salon, où un cercle élaboré avait été dessiné sur le sol de marbre, des symboles anciens qu'Élodie reconnut des livres qu'elle avait étudiés dans la bibliothèque. « Le sang des Devereux se meurt, » continua Lucien, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Chaque génération n'est plus faible, plus diluée. Nous avons besoin de sang neuf, un sang spécial, comme le vôtre. Pourquoi moi? Qu'y a-t-il de spécial dans mon sang? » Un sourire énigmatique courba les lèvres de Lucien. « Votre mère portait une lignée ancienne, plus ancienne que la nôtre. Une lignée de gardiennes, de femmes qui pouvaient voir à travers les voiles du temps. Et vous ?» Il arrêta la danse, ses mains encadrant le visage d'Élodie. « Vous êtes la plus forte de toutes. » C'est alors que quelque chose d'étrange commença à se produire. Les miroirs autour du salon commencèrent à vibrer subtilement, leur surface ondulant comme de l'eau. La musique s'intensifia, se transformant en un chant en latin qui fit battre le cœur d'Élodie plus rapidement. « Que se passe-t-il »« Les miroirs s'éveillent, » répondit Lucien, ses yeux fixés sur les siens. « Ils sentent votre présence, votre pouvoir. » Dans chaque surface réfléchissante, Élodie pouvait voir différentes versions d'elle-même. Certaines plus jeunes, d'autres plus âgées, toutes vêtues de blanc, toutes portant un secret dans leurs yeux. Et dans l'un des miroirs, elle vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Un garçon, pas plus de 10 ans, avec les mêmes yeux verts que Lucien, observant la scène avec une expression de profonde tristesse. « Qui » commença-t-elle à demander, mais Lucien la fit taire d'un baiser, profond, possessif, différent de celui de la nuit précédente. Ce baiser avait le goût du pouvoir et de promesses anciennes. « Ne posez pas encore de questions, » murmura-t-il contre ses lèvres. « D'abord, vous devez compléter le rituel. Vous devez accepter votre place dans la lignée des Devereux. » Quel rituel? Comme en réponse, les portes du salon s'ouvrirent, révélant une procession de silhouettes encapuchonnées, toutes vêtues de noir, comme Lucien. Elles formèrent un cercle autour d'eux, leurs voix se joignant au chant qui semblait venir des murs eux-mêmes. « Ce soir, » annonça Lucien, sa voix prenant un ton cérémoniel, « vous serez initiés au mystère des Devereux. Votre sang s'unira au nôtre et vous deviendrez la nouvelle matriarche. C'est la mère de la prochaine génération. » Mais avant que le rituel ne puisse commencer, un cri déchira l'air, le même cri surnaturel qu'Élodie avait entendu auparavant. Les silhouettes encapuchonnées s'agitèrent, et pendant un moment, l'ordre parfait de la cérémonie se transforma en chaos. « Elle s'est échappée !» cria une voix de quelque part dans le château. « Le garçon s'est échappé !» Le visage de Lucien se transforma en un masque de fureur contrôlée. « Continuez le rituel !» ordonna-t-il aux silhouettes encapuchonnées. « Je m'occuperai de cela. » Mais quand il se tourna pour partir, Élodie saisit son bras. « Quel garçon, Lucien? Qui est-il » Pendant un moment, quelque chose ressemblant à de la culpabilité passa dans ses yeux. « Juste une complication temporaire, ma chérie. Rien qui puisse interférer avec notre destin. » Tandis qu'il sortait précipitamment du salon, Élodie resta au centre du cercle, sa robe blanche brillant à la lumière des bougies. Dans les miroirs autour d'elle,
Ses reflets semblaient essayer de lui dire quelque chose. Un avertissement, peut-être, ou une révélation. Et quelque part dans les profondeurs du château des larmes, un garçon aux yeux verts courait dans les couloirs labyrinthiques, portant avec lui un secret qui pourrait détruire tout ce que les Devereux avaient construit au fil des siècles. Le chaos qui suivit la fuite du mystérieux garçon transforma le rituel en une confusion d'ombres et de murmures. Les silhouettes encapuchonnées se dispersèrent rapidement, laissant Élodie seule au centre du salon de bal, sa robe blanche ressemblant maintenant plus à un linceul qu'à une tenue nuptiale. Le chant en latin avait cessé, mais un écho persistant résonnait encore sur les murs de miroir, comme si le château lui-même refusait de se taire. Ce fut Madame Moreau qui vint finalement la chercher, ses yeux habituellement vides maintenant remplis d'une urgence qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. « Venez » murmura la gouvernante, prenant sa main. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Au lieu de la ramener à ses appartements, Madame Moreau la conduisit à travers une série de couloirs qu'Élodie ne connaissait pas, descendant des escaliers en spirale qui semblaient plonger dans les fondations mêmes du château. L'air devenait plus froid et humide à mesure qu'elle descendait, et le son de l'eau courante grandissait progressivement. Finalement, elles arrivèrent à une chambre circulaire creusée dans la roche vive. Au centre, une version plus petite de la fontaine des larmes bouillonnait doucement, son eau sombre reflétant la lumière tremblante des torches sur les murs. « C'est ici que votre mère a fait le serment », dit Madame Moreau, sa voix chargée de souvenirs douloureux. « C'est ici qu'elle vous a promis aux Devereux. »« Pourquoi ?» demanda Élodie, sa voix tremblante. « Pourquoi aurait-elle fait cela ?» La gouvernante s'approcha de la fontaine, ses doigts effleurant la surface de l'eau. Sombre, parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que parfois, pour sauver une vie, il faut en sacrifier une autre. « De qui est la vie qu'elle a sauvée ?»« Du garçon que vous avez vu dans le miroir », répondit une nouvelle voix, les faisant toutes deux se retourner brusquement. Debout à l'entrée de la chambre, se tenait un homme qu'Élodie n'avait jamais vu auparavant, âgé mais avec une posture encore forte, et les mêmes yeux verts qui caractérisaient les Devereux. Il s'appuyait sur une canne aux pommeaux d'argent gravée des armoiries de la famille. « Je suis François Devereux », se présenta-t-il, boitant à l'intérieur de la chambre, le patriarche et le gardien des véritables secrets de cette famille. Madame. Moreau fit une profonde révérence et se retira silencieusement, laissant Élodie seule avec le vieux patriarche. « Le garçon, » commença François, ses yeux fixés sur la fontaine, « est le fils d'Antoine, le frère aîné de Lucien, le véritable héritier des Devereux. Mais Lucien a dit qu'Antoine était mort sans laisser d'héritier. » Un sourire amer courba les lèvres du vieil homme. « Lucien dit beaucoup de choses. La vérité, ma chère, est bien plus complexe. » Il s'approcha d'Élodie, son regard pénétrant étudiant chaque détail de son visage. Antoine avait une liaison avec l'une des servantes. Quand elle est tombée enceinte, Lucien... Disons qu'il a pris des dispositions pour que le bébé disparaisse. Mais votre mère, Mathilde, est intervenue. Elle a caché le garçon, l'a protégé, l'a élevé en secret dans les entrailles du château. Et Lucien ne savait pas? Oh, il savait. Mais il ne pouvait rien faire tant que Mathilde vivait. Elle avait conclu un pacte avec les anciennes forces qui protègent cette maison. En échange de la vie du garçon, elle vous a offerte. Élodie sentit ses jambes faiblir. François la prit doucement par le bras, la guidant vers un banc de pierre près de la fontaine. « Mais pas de la façon dont Lucien le pense, » continua-t-il. « Votre mère était plus intelligente que cela. Elle savait que vous hériteriez de ses dons, la capacité de voir à travers les voiles du temps, de communiquer avec les esprits du château. Elle ne vous a pas offerte comme fiancée, mais comme protectrice. Protectrice de quoi? Du garçon, du véritable héritier, et des secrets que Lucien tente si désespérément d'enterrer. C'est alors qu'un son familier résonna dans la chambre, des pas qui s'approchaient. François se leva rapidement, son expression changeant pour une d'urgence. « Ne faites pas confiance à tout ce que Lucien vous dit, » murmura-t-il. « Observez les miroirs, ils montreront la vérité. Et rappelez-vous, le sang ne ment pas, mais il ne raconte pas toujours l'histoire complète. » Avant qu'Élodie ne puisse poser plus de questions, le vieux patriarche disparut par un passage secret derrière une tapisserie. Quelques secondes plus tard, Lucien entra dans la chambre, ses yeux brillants d'une intensité fébrile. « Ah, vous voilà, » dit-il, sa voix contrôlée mais tendue. « Je vois que vous avez trouvé la chambre sacrée. Qu'est-il arrivé au garçon ?»
demanda directement Élodie, se surprenant elle-même par son audace. Une ombre passa sur le visage de Lucien. Ce n'était qu'un petit contretemps. Il a été retrouvé et est en sécurité à nouveau. Il s'approcha, prenant les mains d'Élodie dans les siennes. Son toucher était froid comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent. Maintenant une urgence, un besoin qui frôlait le désespoir. « Le rituel doit être complété », murmura-t-il, ses yeux fixés sur les siens. « Ce soir, nous ne pouvons plus attendre. » « Pourquoi? Que se passe-t-il si nous attendons ?» Au lieu de répondre, Lucien l'attira dans un baiser violent, possessif, qui la laissa sans souffle. Quand ils se séparèrent, il y avait quelque chose de sauvage dans son regard. « Parce que le temps s'épuise, » murmura-t-il contre ses lèvres, « et sans vous, sans votre sang, tout ce que les Devereux ont construit au fil des siècles va s'effondrer. » À ce moment, comme en réponse à ces paroles, un tremblement parcourut les murs de la chambre. L'eau dans la fontaine commença à bouillonner plus intensément, et sur les surfaces polies des murs de pierre, Élodie vit des reflets impossibles, des scènes du passé et du futur, entrelacées comme des fils dans une tapisserie du destin. Et dans chaque reflet, le garçon aux yeux verts l'observait, ses lèvres formant des mots qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. La nuit du rituel arriva comme un orage longtemps annoncé. Le château des larmes semblait vibrer d'une énergie ancienne, ses murs de pierre pulsant au rythme de cœur depuis longtemps silencieux. Élodie, portant toujours la robe blanche qui semblait maintenant peser une tonne, fut conduite par Madame Moreau à travers des couloirs qui paraissaient interminables. Son esprit tournoyait avec les révélations des dernières heures, le garçon caché, la véritable signification de la promesse de sa mère, les paroles énigmatiques du vieux François. Mais par-dessus tout, résonnait l'urgence dans le baiser de Lucien, ce besoin désespéré qu'elle avait ressenti dans son toucher. Le salon où le rituel devait avoir lieu n'était pas le même qu'avant. C'était une chambre octogonale au sommet de la plus haute tour du château, avec des murs entièrement couverts de miroirs anciens et un plafond de verre qui révélait un ciel impossible, des étoiles qui semblaient beaucoup plus proches et brillantes qu'elles ne devraient l'être. Les silhouettes encapuchonnées étaient déjà là, formant un cercle parfait autour d'un autel de marbre noir. Dessus, Élodie reconnut le grimoire des Devereux, ouvert à une page couverte de symboles qui semblaient bouger d'eux-mêmes. Lucien l'attendait près de l'autel, vêtu d'une tunique noire brodée de fils d'argent qui formait des constellations inconnues. Son visage était partiellement caché par des ombres, mais ses yeux verts brillaient d'une intensité surnaturelle. « Il est temps », dit-il, lui tendant la main. Élodie hésita, se rappelant les paroles de François. « Ne faites pas confiance à tout ce que Lucien vous dit. » Mais il y avait quelque chose de plus fort que sa méfiance, une attraction magnétique qui l'attirait inexorablement vers lui. « Qu'arrivera-t-il exactement dans ce rituel ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Votre sang s'unira au nôtre, » répondit Lucien, ses doigts s'entremêlant aux siens. « Vous deviendrez une véritable Devereux, et ensemble, nous créerons l'avenir de notre lignée. » C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un mouvement dans les miroirs qui ne correspondait pas à la réalité de la salle. Dans chaque surface réfléchissante, des scènes différentes se déroulaient. Dans un miroir, elle se vit plus âgée, enceinte, marchant dans les jardins du château. Dans un autre, elle vit un enfant avec ses yeux et les traits aristocratiques des Devereux. Et dans un troisième, plus éloigné, elle vit le mystérieux garçon, le fils d'Antoine, assis seul dans une chambre sombre, dessinant des symboles identiques à ceux du grimoire. Le chant en latin recommença, plus fort cette fois, résonnant sur les murs de miroir jusqu'à sembler venir de l'intérieur même de son esprit. Lucien la guida jusqu'au centre du cercle, où un petit bassin d'argent attendait sur l'autel. « Le rituel est simple, » expliqua-t-il, sa voix prenant un ton cérémonial. « 3 gouttes de votre sang, 3 du mien, mélangées avec l'eau de la fontaine des larmes. Quand vous boirez, le pacte sera scellé. » Il sortit une dague ornementée. De ses vêtements, la lame était d'un métal sombre qui semblait absorber la lumière, le manche incrusté de pierre qu'Élodie reconnut comme étant les mêmes que celles de sa bague. « Attendez !» dit-elle, quand Lucien approcha la dague de son poignet. « Qu'arrivera-t-il au garçon? Le fils d'Antoine ?» La lame s'arrêta à quelques millimètres de sa peau. Quelque chose de dangereux brilla dans les yeux de Lucien. « Qui vous a parlé de lui ? Je l'ai vu, dans les miroirs. » Et
Elle hésita un moment, mais décida de risquer. François m'a raconté la vérité. Le visage de Lucien se transforma en un masque de fureur contrôlée. Mon père devrait connaître sa place. Certaines vérités sont mieux gardées dans l'ombre. Comme la vérité sur la mort d'Antoine. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les silhouettes encapuchonnées s'agitèrent, inquiètes, et pendant un moment, Élodie fut certaine d'être allée trop loin. Mais alors Lucien fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Un rire froid, sans humour, qui fit vibrer les miroirs. « Vous êtes plus perspicace que je ne l'imaginais, » dit-il. « C'est. » Doigt caressant la lame de la dague. « Oui, j'ai tué mon frère. Il allait tout détruire, révéler nos secrets au monde, mettre fin à des siècles de tradition. Je ne pouvais pas le permettre. Et maintenant, vous voulez faire de même ? Avec votre neveu. Je veux préserver notre lignée, corrigea Lucien, sa voix douce mais mortelle. Le garçon est une anomalie, une erreur qui doit être corrigée. Mais vous... Il s'approcha, sa main libre caressant le visage d'Élodie. Vous êtes l'avenir, le sang neuf dont notre famille a besoin. Et si je refuse ? Ses yeux s'assombrirent dangereusement. Vous ne le ferez pas. Votre mère a fait une promesse, scellée par une magie ancienne. Si vous brisez cette promesse, les conséquences seront désagréables. Comme pour souligner ces paroles, une onde d'énergie parcourut la salle, faisant trembler les flammes des bougies. Dans les miroirs, les images commencèrent à se déplacer plus rapidement, comme un kaléidoscope fou de possibilités. C'est alors qu'Élodie vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Dans l'un des miroirs les plus éloignés, une scène du passé se déroulait. Sa mère, plus jeune, agenouillée devant la fontaine des larmes, faisant non pas une, mais deux promesses. La première, offrant sa fille aux Devreux. La seconde était un murmure qu'Élodie seule pouvait entendre à travers le verre du temps. Quand l'heure viendra, elle devra choisir, et son choix déterminera le destin de nous tous. La compréhension frappa Élodie comme la foudre. Sa mère ne l'avait pas simplement offerte en sacrifice, elle lui avait donné le pouvoir de choisir, le pouvoir de changer le cours de l'histoire des Devreux. « Êtes-vous prête ?» demanda Lucien, la dague se déplaçant à nouveau vers son poignet. Élodie regarda les miroirs une dernière fois. Dans chaque surface, elle vit des fragments de futurs possibles, certains brillants, d'autres sombres. Et dans tous, une constante. Elle, au centre de tout, tenant les clés du destin. Le choix qu'elle ferait maintenant ne concernerait pas seulement elle ou Lucien ou même le garçon caché. Ce serait à propos du tissu même de la réalité que les Devreux avaient tissé au fil des siècles. Et tandis que la lame s'approchait de sa peau, Élodie comprit enfin le véritable sens des mots gravés sur sa bague. Sanguinem non mentiture, le sang ne ment pas, mais il peut choisir quelle vérité raconter. La décision d'Élodie changea tout en quelques secondes. Au moment où la lame toucha son poignet, elle pivota brusquement le bras, arrachant la dague de la main de Lucien. Le mouvement prit tout le monde par surprise. Les silhouettes encapuchonnées reculèrent, et même Lucien fit un pas en arrière, ses yeux verts écarquillés par une émotion qui pouvait être de la peur ou de l'admiration. « Pas ainsi, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la chambre avec une autorité qu'elle ne savait pas posséder. « Ce ne sera pas un sacrifice, ce sera un choix. » Les miroirs autour commencèrent à vibrer en réponse à ces paroles, leur surface ondulant comme de l'eau agitée. Et dans chaque reflet, Élodie pouvait voir différentes versions d'elle-même, acquiesçant en signe d'approbation. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites », siffla Lucien, son masque de contrôle commençant à se fissurer. « Le rituel doit être complété ce soir, où tout le pouvoir que les Devreux ont accumulé au fil des siècles commencera à se dissiper. »« Non », interrompit une nouvelle voix. François avait émergé des ombres, appuyé sur sa canne. « Elle comprend parfaitement, mieux que toi, fils. » Lucien se retourna pour faire face à son père, sa silhouette projetant des ombres allongées sur les murs de miroir. « Tu n'as pas le droit d'interférer, pas après avoir échoué à protéger notre lignée. »« Je n'ai pas échoué, » répondit calmement François. « J'ai simplement compris quelque chose que tu n'as jamais voulu accepter. Le pouvoir des Devreux ne vient pas du sang versé dans les rituels, mais des choix que nous faisons. » C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les miroirs, l'un après l'autre,
commencèrent à révéler des scènes du passé comme des fenêtres ouvertes à travers le temps. Élodie vit des générations de Devereux défiler devant ses yeux, des mariages arrangés, des rituels secrets, des promesses faites et brisées. « Voyez, ordonna François, sa voix prenant un ton prophétique, « voyez la véritable histoire de notre famille. » Dans un miroir, Élodie vit Antoine, si semblable à Lucien, mais avec des yeux plus doux, rencontrant secrètement une jeune servante dans les jardins du château. Dans un autre, elle fut témoin du moment où Lucien découvrit la grossesse de celle-ci et ordonna sa disparition. Et puis le moment crucial, sa propre mère, Mathilde, trouvant la servante blessée et faisant un serment devant la fontaine des larmes. 2 serments ont été faits cette nuit-là, expliqua François. Un pour protéger le fils d'Antoine, l'autre pour garantir que vous, Élodie, auriez le pouvoir de choisir quand l'heure viendrait. Le choix? Lucien rit amèrement. Il n'y a pas de choix. Le sang exige ce qu'il exige. Le sang ne ment pas, acquiesça Élodie, levant la dague pour que tous puissent voir. Mais il peut racheter. D'un mouvement fluide, elle entailla son propre poignet, pas profondément, juste assez pour que 3 gouttes de sang tombent dans le bassin d'argent. Mais au lieu de permettre à Lucien de compléter le rituel, elle se tourna et marcha vers le plus grand des miroirs. « Que faites-vous » demanda Lucien, sa voix trahissant une touche de panique. « Je complète la promesse de ma mère, » répondit-elle, « de la bonne façon. » Élodie pressa sa main ensanglantée contre la surface du miroir. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, comme de l'eau se brisant, le verre commença à onduler sous ses doigts. Un passage s'ouvrit, non pas un reflet, mais un portail réel vers une autre partie du château. Et là, recroquevillé dans un coin d'une chambre sombre, se trouvait le garçon, le fils d'Antoine, le véritable héritier des Devereux. Ses yeux verts, identiques à ceux du père qu'il n'avait jamais connu, s'écarquillèrent en la voyant. « Viens » appela-t-elle doucement, tendant sa main tachée de sang. « Il est temps que tu rencontres ta véritable famille. » Le garçon hésita, à peine une seconde avant de courir vers elle, traversant le portail comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quand il émergea dans la chambre rituelle, les miroirs explosèrent en lumière comme si des milliers d'étoiles avaient été capturées dans leur surface. « Impossible !» murmura Lucien, reculant en chancelant. « Les portails des miroirs ne peuvent être ouverts que par une véritable Devereux, » compléta François, souriant. « Et elle l'est, fils. Non par le sang que tu voulais verser dans un rituel, mais par le choix qu'elle vient de faire. » Les silhouettes encapuchonnées commencèrent à s'agenouiller, l'une après l'autre, non pas devant Lucien, mais devant Élodie et le garçon. Le pouvoir dans l'air était palpable maintenant, non plus l'énergie sombre des rituels anciens, mais quelque chose de plus propre, plus pur. « C'est fini », déclara Élodie, enlaçant le garçon de façon protectrice. « Le cycle des secrets et des sacrifices s'arrête ici. » Mais quand elle regarda Lucien, elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui fit réaliser ce n'était pas fini, pas complètement. Parce que même alors que tout son plan s'effondrait autour de lui, même alors que le pouvoir pour lequel il avait tué son propre frère s'écoulait entre ses doigts, il y avait autre chose dans son regard, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. La transformation de Lucien commença subtilement, comme le changement des saisons dans le jardin du château des larmes. D'abord, ce furent de petites choses, la façon dont son regard s'adoucissait quand il rencontrait Élodie dans les couloirs, comme ses mains tremblèrent légèrement quand il passait près d'elle, comme sa musique au piano abandonnait progressivement les mélodies mélancoliques pour des compositions plus porteuses d'espoir. Mais ce fut sa relation avec Thomas qui commença vraiment à montrer la profondeur du changement. Un matin, Élodie trouva l'oncle et le neveu dans la bibliothèque, penchés sur un ancien livre de sortilèges. Lucien expliquait patiemment les significations des symboles, sa voix douce, ses gestes protecteurs, si différents de l'homme qui avait un jour tenté d'effacer l'existence du garçon. « Il a le don », expliqua plus tard Lucien à Élodie, tandis qu'il marchait dans les jardins maintenant fleuris du château. « Comme vous, comme Antoine l'avait. J'avais tort d'essayer de supprimer cela. » L'admission d'erreur, quelque chose d'impensable quelques semaines auparavant, s'accompagna d'un regard si vulnérable qu'il fit se serrer le cœur d'Élodie. C'était comme si chaque petite reconnaissance de ses erreurs passées coûtait à Lucien une partie de son armure soigneusement construite. Mais tout n'était pas transformation et rédemption.
Il y avait des moments où l'ancienne obscurité se manifestait encore, particulièrement quand quelque chose menaçait son sentiment grandissant pour Élodie, comme l'après-midi où un jeune professeur de musique vint au château pour donner des cours à Thomas, et où ses yeux s'attardèrent un peu plus longtemps que nécessaire sur Élodie. Lucien le renvoya le jour même, et quand Élodie le confronta à ce sujet, quelque chose de l'ancienne froideur revint dans ses yeux verts. « Certaines habitudes, dit-il, sa voix dangereusement douce, sont plus difficiles à briser que d'autres. » Ce fut François qui remarqua le premier le schéma préoccupant qui commençait à se former. Il transfère son obsession du contrôle, de la lignée vers vous, avertit le vieux patriarche un soir tandis qu'ils examinaient d'anciens documents de la famille. C'est un type différent de possession, mais non moins dangereux. Élodie savait qu'il avait raison. Elle pouvait le sentir dans les cadeaux de plus en plus élaborés que Lucien laissait à sa porte, dans les musiques qu'il composait exclusivement, pour elle, dans la façon dont ses yeux la suivaient à travers tout le château. C'était un amour qui croissait comme du lierre, beau, mais avec le potentiel d'étouffer. Un soir, elle le trouva dans la chambre des miroirs, étudiant intensément son propre reflet. Quand il remarqua sa présence, il y avait quelque chose de troublant dans son regard. « Savez-vous ce que je vois maintenant ?» demanda-t-il, sa voix un murmure rauque. Dans chaque reflet, dans chaque surface réfléchissante du château, vous, toujours vous, comme si tout le pouvoir des Devreux, toute la magie que j'ai tenté de contrôler depuis si longtemps, s'était concentré en une seule vérité. Je vous aime. La confession plana dans l'air comme de la fumée, dense et suffocante. Élodie sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur comme avant, mais d'une émotion plus complexe, parce qu'une partie d'elle, une partie qui grandissait chaque jour, commençait aussi à ressentir quelque chose pour lui. Non pas pour le Lucien qui avait tenté de la contrôler, mais pour l'homme qui luttait pour se transformer. L'amour ne devrait pas être une prison, répondit-elle doucement. Je ne sais pas aimer autrement, admit-il, faisant un pas vers elle, mais j'apprends. Avec vous, j'apprends. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tous les miroirs de la chambre commencèrent à vibrer à l'unisson, leur surface ondulant comme de l'eau agitée. Et dans chaque reflet, Élodie vit différentes versions du futur se déroulant, certaines brillantes, d'autres sombres, toutes dépendant des choix qui seraient faits ici, à ce moment. Dans certains reflets, elle se vit elle-même, et Lucien, ensemble, construisant quelque chose de nouveau et lumineux à partir des ruines du passé. Dans d'autres, elle vit son obsession grandir jusqu'à tout consumeur, transformant son amour en une nouvelle forme d'obscurité. Et dans un miroir particulièrement troublant, elle vit quelque chose qui glaça son sang, une scène pas encore, survenue mais planant à l'horizon comme un orage distant. « Que voyez-vous » demanda Lucien, remarquant son expression changer. « Des possibilités », répondit-elle vaguement, mais son cœur battait de façon irrégulière. Parce que dans le dernier miroir, elle avait vu quelque chose qui changeait tout. Une silhouette. Féminine, portant la même robe blanche qu'elle avait portée la nuit du rituel raté, portant un enfant dans ses bras, un enfant aux yeux verts des Devreux et à son propre sourire. La vision la frappa comme un éclair de compréhension. Le véritable test de Lucien et d'elle-même était encore à venir, parce qu'une chose était qu'il apprenne à aimer sans posséder, à accepter sans contrôler. Toute autre chose serait quand cet amour porterait un fruit, quand le sang des Devreux trouverait une nouvelle forme de manifestation. Cette nuit-là, après que Lucien se fut retiré dans ses appartements, Élodie chercha Madame Moreau. La gouvernante était dans la cuisine du château, préparant ses mystérieuses infusions d'herbes. « Vous avez vu quelque chose dans les miroirs » affirma la vieille dame, ne demanda pas. « Quelque chose qui changera tout. »« J'ai vu un futur possible » confirma Élodie. « Mais je ne sais pas si c'est un futur que nous devrions permettre d'arriver. » Madame Moreau sourit énigmatiquement, ajoutant une herbe séchée à son mélange. « Le sang des Devreux trouve toujours un chemin, ma petite. La question n'est pas si ce futur arrivera, mais comment vous et Lucien choisirez d'y faire face ? Quand il viendra. » Et tandis que la nuit avançait sur le château des larmes, Élodie resta éveillée dans son lit, pensant aux infinies possibilités que les miroirs avaient montrées. Quelque part dans le château, elle pouvait entendre Lucien jouer du piano, une nouvelle mélodie, quelque chose entre une chanson d'amour et une berceuse.
Le futur s'approchait comme la brume qui enveloppait autrefois le château, et, avec lui viendrait le véritable test de rédemption de Lucien Devereux. La question était, l'amour qui naissait entre eux serait-il assez fort pour empêcher que l'histoire ne se répète? Ou certains cycles étaient-ils destinés à continuer, peu importe combien de sang serait versé pour les briser? La vérité vint comme un murmure dans la nuit, 3 mois après le rituel raté. Élodie se réveilla avec la sensation familière de nausée, mais cette fois c'était différent. Les miroirs dans sa chambre vibraient doucement, comme s'ils répondaient à une nouvelle énergie qui grandissait en elle. Madame Moreau fut la première à savoir, bien sûr. La gouvernante la regarda simplement pendant le petit déjeuner et acquiesça, une connaissance ancestrale brillant dans ses yeux opaques. « Le sang a trouvé son chemin », murmura-t-elle, servant à Élodie une tasse de tisane qui semblait avoir été préparée spécialement pour l'occasion. Maintenant, tout va changer. Et en effet, tout changea. Le château des larmes sembla s'éveiller à cette nouvelle. Non dite, les fleurs dans les jardins fleurirent hors saison, les oiseaux commencèrent à chanter des mélodies étranges et hypnotiques, et les miroirs ne cessaient de montrer des visions du futur, chacune plus intense que la précédente. Thomas fut le deuxième à s'en apercevoir. Le garçon trouva Élodie dans la bibliothèque un après-midi, ses yeux verts, si semblables à ceux du père qu'il n'avait jamais connu, fixés sur son ventre encore plat. « Ce sera une fille », dit-il avec la certitude que seul un enfant peut avoir. « Les miroirs me l'ont montré. Elle aura vos yeux et le don des Devereux. » Élodie n'en douta pas. Elle-même avait vu l'enfant dans ses rêves, une fille aux cheveux sombres comme les siens et aux yeux verts hypnotiques de la lignée Devereux. Mais avec ces visions en venaient d'autres, plus troublantes. Lucien penché sur un berceau ancien, murmurant des mots en latin, d'étranges symboles apparaissant sur les murs de la chambre du bébé, la fontaine des larmes bouillonnant avec une énergie renouvelée. Ce fut François qui verbalisa finalement ce que tous craignaient. « Il voudra la contrôler », dit le vieux patriarche durant l'une de leurs longues conversations dans la bibliothèque. « Non par méchanceté plus maintenant, mais parce que c'est la seule façon d'aimer qu'ils connaissent. »« Il change », protesta Élodie, mais sa voix trahissait sa propre incertitude. « Oui, il change, mais certaines transformations prennent plus d'une génération pour s'accomplir. » François prit sa main gentiment. « La question est, êtes-vous prête à protéger cet enfant non seulement de ce que Lucien est, mais de ce qu'il peut devenir ?» La question plana dans l'air comme de la fumée dense et suffocante. Parce qu'Élodie savait, les miroirs avaient remontré, que l'amour de Lucien pour elle était vrai, profond, transformateur, mais elle savait aussi que des siècles de tradition Devereux ne pouvaient être effacés en quelques mois de rédemption. Ce fut lors d'une nuit de pleine lune qu'elle décida finalement de le lui dire. Elle le trouva dans le salon de musique, composant une nouvelle mélodie, quelque chose de doux et d'éthéré qui fit se serrer son cœur. « Vous savez déjà, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, observant ses doigts danser sur les touches. Lucien cessa de jouer, mais ne se retourna pas. « Les miroirs montrent beaucoup de choses, » répondit-il doucement. « Certaines que nous souhaitons voir, d'autres que nous craignons. »« Et que voyez-vous, Lucien ?» Il se retourna enfin, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'Élodie n'avait jamais vu auparavant, de la peur. Non pas la peur calculée de perdre pouvoir ou contrôle, mais la peur réelle et humaine d'échouer en tant que père. « Je vois des possibilités, » dit-il, se levant du piano et marchant vers elle. « Je vois un enfant né non de rituel ou de manipulation, mais de amour. » Le mot semblait étrange sur ses lèvres, comme s'il apprenait encore à le prononcer. Et cela me terrifie plus que n'importe quelle magie ancienne. Élodie sentit des larmes se former dans ses yeux quand il s'agenouilla devant elle, ses mains tremblant en touchant son ventre. « Je promets, » murmura-t-il, sa voix étranglée, « que je ferai différemment, que j'aimerai cet enfant comme je n'ai jamais été aimé, que ne faites pas de promesses dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir les tenir, » l'interrompit-elle doucement. « Simplement apprenez avec moi, jour après jour. » C'est alors que les miroirs du salon commencèrent à vibrer, montrant une séquence d'images qui fit retenir leur souffle à tous deux. Une fillette grandissant au château des larmes, libre et heureuse, ses pouvoirs s'épanouissant naturellement. Lucien lui apprenant à jouer du piano, son visage adouci par un amour sincère, Thomas comme un grand frère protecteur.
une famille se guérissant à travers les générations. Mais il y avait aussi d'autres visions plus sombres, Lucien murmurant d'anciennes paroles de pouvoir au-dessus du berceau, des symboles rituels apparaissant mystérieusement dans la chambre du bébé, l'enfant étant préparé dès son plus jeune âge à porter le poids de la lignée d'Evreux. « Le futur n'est pas décidé », dit Élodie, tenant le visage de Lucien entre ses mains. « Mais le choix commence maintenant, avec vous, avec nous. » Cette nuit-là, quelque chose changea fondamentalement au Château des Larmes. C'était comme si le lieu lui-même respirait différemment, se préparant à un nouveau chapitre de son histoire centenaire. Et tandis que Lucien et Élodie restaient enlacés dans le salon de musique, sous le regard vigilant des miroirs, une nouvelle musique commençait à être écrite. Non plus une mélodie de pouvoir et de contrôle, mais une chanson, d'amour, de rédemption et de possibilité. Les mois qui suivirent apportèrent de profonds changements au Château des Larmes. La grossesse d'Élodie semblait éveiller une magie différente dans le lieu, plus douce, plus lumineuse. Les anciennes tapisseries commencèrent à montrer de nouvelles scènes. Les jardins fleurissaient avec des fleurs jamais vues auparavant, et même la fontaine des larmes se mit à jaillir d'une eau plus claire, presque cristalline. Lucien se transformait, jour après jour, luttant contre des siècles de conditionnement familial. Parfois, Élodie le trouvait dans la bibliothèque tard dans la nuit, étudiant fébrilement les anciens tomes des d'Evreux, non plus à la recherche de pouvoir, mais cherchant à comprendre les erreurs du passé pour ne pas les répéter. « Il y a tant que nous devons défaire, » dit-il un soir, ses mains tremblant en tournant les pages du grimoire. « Tant de chaînes que nous devons briser avant qu'elle n'arrive. » Elle, la certitude que ce serait une fille, s'était répandue dans le château comme un murmure dans le vent. Thomas passait des heures à dessiner la cousine qu'il ne connaissait pas encore, des portraits étonnamment précis d'une enfant aux yeux verts des d'Evreux et au sourire d'Élodie. Mais tout n'était pas transformation et espoir. Il y avait des moments où l'ancien Lucien émergeait, comme des ombres anciennes refusant de quitter une pièce longtemps fermée. Élodie le surprit plusieurs fois à préparer des amulettes de protection, certaines inoffensives, d'autres chargées d'une magie plus sombre qu'il tentait rapidement de cacher. « C'est plus fort que moi », confessa-t-il un après-midi, après qu'elle l'eut trouvé en train de dessiner des symboles de pouvoir autour de la chambre qui serait celle du bébé. La peur de ne pas être capable de la protéger sans recourir aux anciennes méthodes. Ce fut François qui suggéra une solution, une à laquelle personne ne s'attendait. « Le problème », expliqua le vieux patriarche lors de leur longue promenade dans les jardins, c'est que Lucien essaie de changer seul. Il a besoin d'aide, pas seulement la vôtre, Élodie, mais de quelqu'un qui comprend exactement ce qu'il traverse. Et qui serait cette personne? Le frère qu'il pense avoir tué. La révélation tomba comme la foudre par temps clair. Élodie sentit son cœur s'arrêter un instant. Antoine est vivant? François sourit, ce sourire énigmatique qui gardait toujours plus de secrets qu'il n'en révélait. La nuit où Lucien pensait avoir tué son frère, disons que Mathilde n'a pas été la seule à faire des promesses devant la fontaine des larmes. La vérité, lorsqu'elle fut finalement révélée, était plus extraordinaire que quiconque aurait pu l'imaginer. Antoine n'était pas mort cette nuit d'orage. Il avait été sauvé par un rituel ancien, un qui exigeait qu'il laisse sa vie d'avant derrière lui. Pendant des années, il avait vécu dans un monastère dans les montagnes, apprenant une magie, différente de celle que pratiquaient les d'Evreux, une magie de guérison et de transformation. « Il est temps qu'il revienne », déclara François, pour aider non seulement Lucien, mais nous tous à trouver un nouveau chemin. La nouvelle qu'Antoine était vivant frappa Lucien comme une tempête émotionnelle. Élodie le trouva dans la chambre des miroirs, son visage un masque d'émotions contradictoires, culpabilité, soulagement, peur, espoir. « Comment puis-je l'affronter » murmura-t-il, ses mains tremblant en touchant le miroir le plus proche. « Après tout ce que j'ai fait, de la même façon que vous apprenez à faire face à vos autres ombres, » répondit doucement Élodie, prenant ses mains dans les siennes. « Un jour à la fois, un moment à la fois. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dans le miroir devant eux, une nouvelle vision se forma, non pas du passé ou du futur, mais du présent. Antoine, plus âgé mais toujours reconnaissable, marchant vers le Château des Larmes. Et dans ses yeux,
Il n'y avait ni accusation ni colère, seulement une profonde compréhension. L'arrivée d'Antoine changea tout une fois de plus. Les retrouvailles des frères furent comme assister à une vieille blessure qui commençait enfin à cicatriser. Il n'y eut pas de grande dramatisation, juste une longue étreinte silencieuse, des larmes qui portaient le poids d'années de culpabilité et de regret. « Tu n'es pas le seul à avoir besoin de rédemption, mon frère », dit Antoine plus tard, quand les trois furent réunis dans la bibliothèque. « Nous tous, chaque d'œuvreux, portons le poids de choix erronés. Mais maintenant, il sourit, regardant le ventre d'Élodie qui commençait à montrer les premiers signes de la grossesse. Maintenant, nous avons la chance de faire différemment. » La PS. Présence d'Antoine apporta une nouvelle énergie au château. Sa magie, apprise dans les montagnes, commença à se mêler aux anciens pouvoirs des Devreux, créant quelque chose de nouveau et d'inattendu. Les miroirs commencèrent à montrer des visions différentes, non plus seulement des reflets du passé ou du futur, mais des possibilités de guérison et de transformation. Mais ce fut son interaction avec Thomas qui montra vraiment le pouvoir du changement. Père et fils, séparés par des années de secrets et de manipulations, commencèrent à construire une relation qui transcendait le sang et la magie. Et Lucien, observant le lien entre eux, commença à comprendre une vérité fondamentale. Le vrai pouvoir n'était pas dans le contrôle, mais dans l'amour qui permet de grandir en liberté. Un soir, tandis que la pleine lune baignait le château, des larmes de sa lumière argentée, Élodie trouva les deux frères dans la chambre de la fontaine des larmes. Ils étaient agenouillés devant l'eau sombre, leurs mains unies dans un geste de réconciliation qui semblait illuminer toute la chambre. « Que faites-vous » demanda-t-elle doucement. « Nous brisons le dernier lien » répondit Antoine avec un sourire, transformant d'anciennes malédictions en nouvelles bénédictions. Et tandis qu'elle observait les frères Devreux unis dans un rituel de guérison, Élodie sentit sa fille bouger pour la première fois, un mouvement doux qui semblait danser au rythme de l'ancienne magie qui se transformait devant ses yeux. L'hiver arriva au château des larmes, apportant une neige différente de toutes celles qui étaient tombées sur ces terres anciennes. Les flocons dansaient dans l'air comme de petits miroirs, chacun reflétant un fragment du futur qui approchait. Élodie, maintenant au 7e mois de grossesse, passait des heures à observer la danse blanche à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, sentant sa fille bouger au rythme d'une musique que seules elles deux pouvaient entendre. La transformation de Lucien continuait, bien que pas toujours de façon linéaire. Il y avait des jours où il était tout lumière et espoir, planifiant l'avenir avec un enthousiasme presque enfantin. D'autres jours, le poids des siècles de tradition deveureux semblait l'écraser, et Élodie le trouvait dans les coins les plus sombres du château, luttant contre d'ancestrales pulsions de contrôle et de pouvoir. Ce fut durant l'une de ces nuits difficiles que quelque chose d'inattendu se produisit. Élodie se réveilla en sursaut, sentant une étrange énergie pulser à travers le château. Suivant son instinct, elle descendit jusqu'à la chambre de la fontaine des larmes, où elle trouva Lucien agenouillé devant l'eau sombre, murmurant des mots dans une langue ancienne. « Que faites-vous » demanda-t-elle, sachant déjà la réponse. Lucien se tourna lentement, et il y avait des larmes dans ses yeux verts. « J'essaie de faire à l'ancienne manière, une dernière fois. » Dans ses mains tremblantes, il tenait une amulette, le genre que les Devereux utilisaient traditionnellement pour lier un enfant au pouvoir de la lignée dès la naissance. « Pourquoi ?»« Parce que j'ai peur, » confessa-t-il, sa voix se brisant. « Peur que sans la protection des anciens rituels, sans le pouvoir qui nous a toujours définis, elle ne soit pas en sécurité. Le monde est dangereux, Élodie, spécialement pour quelqu'un avec le sang des Devereux. » C'est alors qu'une troisième voix se joignit à la conversation. Antoine avait émergé des ombres, son visage empreint de compréhension. « Le monde sera toujours dangereux, mon frère, » dit-il s'approchant. « La question est, voulons-nous que notre prochaine génération affronte ces dangers avec peur et contrôle ou avec amour et liberté ?» La question plana dans l'air comme de la fumée, dense et significative. Lucien regarda l'amulette dans ses mains puis le ventre d'Élodie, où sa fille grandissait, libre pour l'instant des chaînes du passé. « Comment puis-je la protéger sans les anciennes magies » murmura-t-il. « De la même façon que maman nous a protégés, » répondit Antoine, s'asseyant à côté de son frère. « Avec amour, avec présence, avec le courage de la laisser découvrir son propre pouvoir. » « Mais si ce n'est pas suffisant ?»
Ce fut Élodie qui répondit, sa voix portant une autorité qui surprit tout le monde. Ce sera suffisant parce que ça devra l'être, parce que cet enfant ne naîtra pas pour porter le poids de siècles de traditions d'Œvreux. Elle naîtra pour créer ses propres traditions. Tandis qu'elle parlait, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. La fontaine des larmes, qui pendant des siècles avait jailli d'une eau sombre comme de l'encre, commença à s'éclaircir. Le liquide qui jaillissait maintenant était cristallin, presque lumineux, reflétant non seulement la lumière des torches, mais aussi des fragments de futurs possibles. Thomas, que personne n'avait remarqué entrer dans la chambre, fut le premier à voir les images dans l'eau claire. « Regardez » appela-t-il, pointant vers la surface ondulante. « Elle danse !» Et en effet, c'était le cas. Dans l'eau cristalline, tous purent voir une fillette, pas plus de 5 ou 6 ans, dansant dans les jardins du château. Ses mouvements étaient gracieux et libres, son rire résonnant comme de la musique. Autour d'elle, la magie fluait naturellement, répondant non pas à des rituels ou des commandes, mais à la pure joie d'exister. La vision frappa Lucien comme une révélation. De ses mains tremblantes, il laissa tomber l'amulette dans la fontaine. L'objet ancien coula rapidement, disparaissant dans les profondeurs comme un secret qui pouvait enfin être oublié. « Tu as raison », dit-il à Antoine, sa voix étranglée. « Vous avez tous raison. Elle mérite plus que nos anciennes chaînes. Elle mérite la chance de découvrir sa propre magie. » À ce moment, comme en réponse à ces paroles, le bébé à l'intérieur d'Élodie bougea vigoureusement. L'énergie qui émanait d'elle était différente de tout ce que le château des larmes avait jamais connu. Ce n'était pas le pouvoir contrôlé et sombre des anciens d'Œvreux, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de libre et lumineux. « Elle nous enseigne déjà », sourit Élodie, prenant la main de Lucien et la plaçant sur son ventre. « Et elle nous enseigne qu'il existe d'autres types de magie que celle dont nous avons hérité. » La neige continuait de tomber dehors, chaque flocon un minuscule miroir reflétant des possibilités. Et dans l'ancienne chambre, une famille commençait à comprendre que la vraie magie n'était pas dans les rituels ou les traditions, mais dans le courage de les laisser partir et d'embrasser quelque chose de nouveau. Lucien, toujours agenouillé devant la fontaine maintenant cristalline, fit une nouvelle promesse, non pas un serment ancestral scellé par le sang, mais une promesse simple, humaine. « Je t'aimerai », murmura-t-il à sa fille pas encore née. « Je t'aimerai libre, je t'aimerai fort, je t'aimerai assez pour te laisser découvrir ton propre chemin. » Et dans les miroirs qui couvraient les murs de la chambre, des milliers de futurs possibles brillaient comme des étoiles, chacun d'eux une danse différente, chacun d'eux une nouvelle forme de magie attendant d'être découverte. Le printemps arriva au château des larmes avec une force rénovatrice que personne n'avait jamais vue auparavant. Les jardins explosèrent en couleurs impossibles. Des fleurs qui n'existaient dans aucun catalogue botanique surgissaient spontanément, et la brume qui avait si longtemps isolé la propriété du monde extérieur se dissipa enfin complètement, te révélant un ciel d'un bleu si profond qu'il semblait presque magique. Élodie, maintenant au 9e mois de grossesse, irradiait une énergie qui faisait vibrer les miroirs du château en harmonie. Son ventre rond et parfait semblait contenir non seulement une nouvelle vie, mais une nouvelle forme de magie, quelque chose qui transcendait les anciennes traditions des Deveureux. Ce fut lors d'un de ces matins de printemps que le moment décisif arriva. Élodie était dans le jardin avec Thomas, observant le garçon pratiquer les nouveaux types de magie qu'Antoine lui avait enseignés, des tours gentils qui faisaient danser les fleurs et chanter les oiseaux des mélodies enchantées. Soudain, elle sentit une contraction différente de toutes les autres. « C'est l'heure », dit-elle doucement, et avant même que les mots ne quittent ses lèvres, le château des larmes tout entier sembla s'éveiller. Les miroirs commencèrent à pulser d'une lumière argentée. Les fleurs dans les jardins se tournèrent toutes dans sa direction comme un public attentif, et la fontaine des larmes, désormais définitivement cristalline, se mit à jaillir avec plus de force. Lucien fut le premier à arriver, comme s'il avait senti le changement dans l'air. Ses yeux verts étaient écarquillés avec un mélange de peur et d'émerveillement, non plus la peur contrôlante d'avant, mais la peur sacrée de celui qui est sur le point d'être témoin d'un miracle. « Où » commença-t-il à demander, mais Élodie l'interrompit avec un sourire serein. « Dans la chambre des miroirs, dit-elle, avec une certitude absolue. C'est là qu'elle doit naître, c'est là que le nouveau cycle doit commencer.
La nouvelle se répandit dans le château comme le vent à travers la soie. Antoine arriva avec des herbes magiques des montagnes, son visage illuminé par la perspective de voir sa nièce naître en liberté. François apparut appuyé sur sa canne, apportant avec lui une connaissance plus ancienne que les Devereux eux-mêmes, la connaissance de comment naviguer entre l'ancien et le nouveau, sans perdre l'essence de ce qui comptait vraiment. Madame Moreau, qui était partie des semaines auparavant pour chercher une sage-femme spéciale, une femme des montagnes qui comprenait autant la médecine que l'ancienne magie, revint exactement au bon moment, comme si le destin lui-même avait chronométré son arrivée. La chambre des miroirs s'était transformée. Les surfaces réfléchissantes ne montraient plus seulement des reflets, mais des scènes de tous les moments importants qui avaient mené jusqu'ici, les funérailles de Mathilde, la première rencontre d'Élodie et Lucien, le rituel raté qui avait tout changé, l'arrivée d'Antoine, les promesses faites et refaites. Et dans chaque reflet, une vérité différente se révélait. Ce n'était pas seulement un bébé qui était sur le point de naître, mais une nouvelle ère pour les Devereux. Les contractions s'intensifièrent avec la tombée de la nuit. Lucien, qui n'avait jamais montré autant de vulnérabilité, tenait la main d'Élodie comme si elle était son seul ancrage dans la réalité. Son visage alternait entre des expressions à de profonde inquiétude et des moments de clarté absolue, comme s'il comprenait enfin que certaines formes de pouvoir ne peuvent venir que par l'abandon complet. « C'est presque l'heure », annonça la sage-femme, quand la pleine lune commença à s'élever dans le ciel, sa lumière traversant le toit de cristal de la chambre et faisant briller les miroirs comme des étoiles terrestres. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au moment exact où Élodie rassemblait ses forces pour le dernier effort, toutes les horloges du château, qui pendant si longtemps avaient au marqué 3h27, figées au moment de la prétendue mort d'Antoine, commencèrent à fonctionner à nouveau. Mais pas en synchronie. Chacune commença à marquer une heure différente, comme si le temps lui-même s'étendait pour accueillir toutes les possibilités qui étaient sur le point de naître. « Maintenant », ordonna la sage-femme, et Élodie poussa de toute la force de son être, de tout l'amour qui avait grandi dans son cœur depuis qu'elle était arrivée au château des larmes. Le premier cri de l'enfant ne fut pas un son ordinaire, ce fut comme une musique ancienne traduite en quelque chose de complètement nouveau. Les miroirs vibrèrent en harmonie, et pendant un moment, tous dans la chambre purent voir des reflets impossibles. La fillette grandit, dansant avec la magie, comme si c'était sa partenaire naturelle. Lucien lui apprenant à jouer du piano avec des larmes de joie dans les yeux. Thomas, comme un frère protecteur, lui montrant les doux secrets des jardins. « Elle est parfaite », murmura Lucien quand la sage-femme plaça le bébé dans les bras d'Élodie. Et elle l'était, une petite créature avec une touffe de cheveux sombres comme ceux de sa mère, et quand elle ouvrit les yeux pour la première fois, le verre hypnotique des Devereux. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas le vert sombre des anciennes magies, mais un vert vif, printanier, plein de possibilités encore non écrites. « Comment allons-nous l'appeler » demanda doucement Antoine, regardant sa nièce avec un amour infini. Élodie et Lucien échangèrent un regard. Ils avaient discuté de noms pendant des mois, recherché d'anciennes traditions Devereux, envisagé des hommages à des ancêtres. Mais à ce moment, regardant leur fille, si nouvelle et pourtant si sage, un seul nom semblait approprié. « Aurore », répondit Élodie, et tous les miroirs de la chambre brillèrent en signe d'approbation, parce qu'elle est l'aube de quelque chose de nouveau. La petite Aurore, comme si elle comprenait la signification de son nom, ouvrit à nouveau les yeux et sourit, un sourire qui contenait toute la magie du monde, non pas la magie contrôlante des anciens Devereux, mais quelque chose de plus fondamental, plus libre, plus vrai. Et tandis que la famille se rassemblait autour du bébé, le château des larmes semblait respirer avec une vie renouvelée. L'ancien manoir, qui avait été si longtemps un dépositaire de sombres secrets et de traditions étouffantes, se transformait maintenant en quelque chose de différent, un lieu où la magie pouvait fleurir en liberté, où l'amour n'avait pas besoin de rituels pour se manifester, où le futur n'était pas une prison d'attente, mais un jardin de possibilités infinies. Dehors, le printemps continuait son travail de renouveau, et dans le ciel, la pleine lune brillait comme une bénédiction argentée sur le début de cette nouvelle ère.
une ère qui commençait non pas avec un ancien rituel ou une promesse, scellée par le sang, mais avec le cri d'un enfant et le sourire d'un père qui avait enfin appris que le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir quand lâcher prise. Le temps au château des larmes se mit à s'écouler différemment après la naissance d'Aurore. Les horloges, enfin libérées de l'ancienne malédiction, marquaient chaque moment avec une joie presque musicale, comme si chaque tic-tac était une note dans une symphonie de possibilités. Le manoir, qui avait été si longtemps un mémorial pour des traditions étouffantes, pulsait maintenant d'une énergie nouvelle et vibrante. Aurore grandissait comme une fleur sauvage dans un jardin auparavant rigidement contrôlé. Ses premiers pas laissaient des traînées de lumière dans l'air. Ses rires faisaient chanter les miroirs, et sa présence transformait chaque recoin sombre du château en un espace de découverte et de merveille. Lucien, contre toute attente, était devenu un père différent de tout ce que les Devreux avaient jamais connu. Il n'y avait pas de rituel d'initiation, pas d'entraînement rigoureux à l'ancienne magie. À la place, il y avait de la musique, des heures interminables au piano, où père et fille créaient des mélodies qui faisaient danser de joie les murs mêmes du château. Elle a un don différent, expliqua-t-il un après-midi, observant Aurore faire des bulles de savon qui se transformaient en petites créatures de lumière avant d'éclater. Ce n'est pas le pouvoir que nous avons essayé de contrôler pendant tant de générations, c'est quelque chose de plus libre. Et c'était vrai. La magie d'Aurore ne venait pas de grimoires anciens ou de rituels complexes. Elle coulait, simplement naturelle comme la respiration, pure comme le rire d'un enfant. Elle n'avait pas besoin d'instruments ou d'incantations. Son existence même était un type de magie que le château n'avait jamais connu auparavant. Thomas devint plus qu'un cousin. Il était un grand frère, un protecteur, un compagnon d'aventure. Ensemble, ils découvraient de nouveaux chemins, à travers les jardins, des lieux secrets que même les plus anciens habitants du château ne connaissaient pas. La magie qu'ils partageaient était douce, joueuse, pleine de possibilités et libre de toute ombre du passé. Antoine, maintenant installé de façon permanente au château, apporta avec lui non seulement la connaissance des montagnes, mais une nouvelle façon de voir l'héritage des Devereux. Sous sa douce tutelle, Thomas et Aurore apprenaient que la vraie force ne résidait pas dans le contrôle de la magie, mais dans l'harmonie avec elle. « Vous êtes comme des jardiniers », expliquait-il, tout en aidant les enfants à cultiver des fleurs qui chantaient au clair de lune. « Vous ne contrôlez pas la magie, vous créez simplement les conditions pour qu'elle s'épanouisse naturellement. » Élodie observait toutes ces transformations avec un cœur plein de gratitude. L'amour qui était né entre elle et Lucien s'était transformé en quelque chose de plus profond que la passion. C'était un partenariat dans la création d'un nouveau legs, une nouvelle façon d'être Devreux. Mais ce fut lors d'un après-midi spécial, quand Aurore eut 5 ans, que la véritable étendue du changement se révéla. La famille était réunie dans le grand salon de bal, célébrant avec une fête qui mélangeait l'ancien et le nouveau. Les miroirs, désormais toujours cristallins, reflétaient des milliers de bougies flottantes qu'Aurore avait conjurées d'un simple sourire. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. La petite fille, vêtue d'une robe qui semblait faite de lumière de lune, marcha jusqu'au centre du salon et commença à danser. Ce n'était pas une danse répétée ou formelle, c'était pur mouvement, pure joie. Et tandis qu'elle dansait, la magie du château tout entier semblait danser avec elle. Les miroirs commencèrent à montrer non seulement des reflets, mais des fenêtres sur tous les moments importants qui avaient mené jusqu'ici. Mathilde faisant sa promesse de protection, la première rencontre d'Élodie et Lucien, le rituel raté qui avait tout changé, le retour d'Antoine, la naissance qui avait marqué le début d'une nouvelle ère. Mais maintenant ces images n'étaient plus des souvenirs de pouvoir et de contrôle, elles étaient des parties d'une histoire de transformation, de comment l'amour peut changer, même les traditions les plus anciennes et les plus enracinées. « Regardez !» appela doucement François, pointant vers la fontaine des larmes, visible à travers les fenêtres du salon. L'eau qui jaillissait n'était plus sombre ni même cristalline. Elle brillait maintenant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme si la fontaine elle-même célébrait cette nouvelle phase de l'histoire des Devreux. Lucien observant. Sa fille dansait, avait les larmes aux yeux, non plus des larmes de frustration ou de peur, mais de pure joie. « Elle est libre !» murmura-t-il, serrant la main d'Élodie. « Vraiment libre. »
Et c'était vrai. Aurore était née non pas comme l'héritière de traditions étouffantes, mais comme une pionnière de quelque chose d'entièrement nouveau. Sa magie n'était pas un outil de pouvoir ou de contrôle. C'était une expression naturelle de joie, de possibilité, d'amour. Le château des larmes, qui avait été si longtemps un dépositaire de sombres secrets, était maintenant un lieu de lumière et de découverte. Les couloirs qui autrefois résonnaient de murmures de rituels anciens résonnaient maintenant de rires d'enfants. Les jardins, autrefois rigidement contrôlés, fleurissaient avec une vie propre, répondant non pas à des ordres, mais à la pure joie d'exister. Et les miroirs. Les miroirs ne montraient plus seulement des reflets du passé ou des visions du futur, ils reflétaient maintenant la vérité la plus importante de toutes, que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la liberté d'être exactement qui l'on est destiné à être. Cette nuit-là, après que la fête fut terminée, et qu'Aurore se fut finalement endormie dans sa chambre pleine d'étoiles, magique, Élodie et Lucien restèrent dans la bibliothèque, observant le clair de lune à travers les hautes fenêtres. « Vous savez, dit doucement Lucien, pendant des siècles, nous avons pensé que sanguinem non mentitur, le sang ne ment pas, signifiait que nous étions destinés à suivre un chemin spécifique, à maintenir les traditions à tout prix. » Il fit une pause, regardant la bague qu'il portait toujours, mais qui brillait maintenant d'une lumière différente. « Mais maintenant, je comprends. Le sang ne ment pas parce qu'il nous montre qui nous sommes vraiment, pas qui nous pensons que nous devrions être. » Élodie sourit, pensant à sa fille dansant dans le salon, à Thomas découvrant sa propre magie douce, à Antoine enseignant une forme différente de pouvoir, à toutes les transformations que l'amour avait rendues possibles. Le véritable héritage des Devreux, compléta-t-elle, ne réside pas dans les rituels ou les traditions, mais dans le courage de changer, de grandir, d'aimer. Lucien acquiesça, l'attirant plus près. Ensemble, ils observèrent la pleine lune qui baignait les jardins du château des larmes de sa lumière argentée. Dehors, des fleurs nocturnes s'épanouissaient spontanément, créant des motifs qui semblaient raconter des histoires de transformation et de renaissance. Dans la chambre au-dessus, Aurore dormait paisiblement, ses rêves créant de petites aurores boréales qui dansaient au plafond. Thomas, dans sa propre chambre, souriait dans son sommeil tandis que des oiseaux magiques de lumière volaient autour de son lit. Et quelque part dans les profondeurs du château, la fontaine des larmes continuait à jaillir de son eau multicolore, chaque goutte portant la promesse d'un futur où la magie n'avait pas besoin de chaînes pour exister. Le château des larmes, qui avait été si longtemps un symbole de traditions étouffantes et de secrets sombres, était maintenant un phare de transformation et de possibilités. Ces murs anciens ne gardaient plus des rituels de pouvoir et de contrôle, mais résonnaient de rires d'enfants et de mélodies d'amour. Et ainsi, l'histoire des Devreux commença un nouveau chapitre, pas une fin, car les histoires d'amour et de transformation ne se terminent jamais vraiment. Elles continuent simplement à grandir, à évoluer, à s'épanouir sous des formes toujours plus belles et inattendues, comme les fleurs qu'Aurore faisait naître avec son sourire, comme la musique que Lucien composait maintenant avec le cœur au lieu du devoir, comme l'amour qui avait transformé non seulement une famille, mais l'essence même de la magie. Le sang ne ment pas, en effet, mais la vérité qu'il raconte est toujours à propos de l'amour, toujours à propos de la liberté, toujours à propos du courage de laisser partir l'ancien pour embrasser le nouveau. Et tandis que la nuit avançait sur le château des larmes, ces miroirs ne reflétaient de plus les ombres du passé, mais la lumière d'infinies possibilités futures, chacune d'elles une danse différente, chacune d'elles une nouvelle forme de magie attendant d'être découverte. Car certaines histoires ne finissent pas. Elles se transforment simplement, comme la magie elle-même, en quelque chose d'encore plus beau